heureuse de vous retrouver, mesdames et messieurs, dans Spécial Débat qui reçoit pour la toute première fois Monsieur Iboula Georges Junior, qui est vice-président fédéral Lukunga de la Ligue, c'est la Ligue Les leadership pour gouvernance et voilà. développement. LGD, le parti Charama Tata Pognon. Donc, il est là aujourd'hui. Nous allons débattre des temps forts de l'actualité et parler évidemment de son parti. Très heureuse de vous recevoir, Monsieur Iboula. L'honneur pour nous d'être sur ce plateau pour débattre des questions de la République. Exactement. Lukunga, est-ce que le LGD est bien implanté? Parce que moi, j'ai ouï dire que le LGD est un parti élitiste. Donc, vous n'atteignez vraiment pas la masse. Et voilà, français, les Guibinomigi, comme on peut dire. Est-ce que le LGD est bien implanté dans la Lukunga? Et comment les activités de ce parti, comment ça se passe? Bon, je ne sais pas si on confond le parti à son président national du fait qu'il soit professeur d'université. Non, madame, le LGD, c'est un parti du peuple. Le LGD est implanté, seulement les LGD en quête de la rupture avec les habitudes de partis traditionnels en République démocratique du Congo. On ne fait pas trop de... On n'est pas dans l'ostentation en fait. Pas trop de bruit, on travaille. Le parti est implanté. Le parti est implanté. La Lukunga, donc quels sont les grands problèmes de la Lukunga? Puisque quelqu'un vient de m'envoyer tout à l'heure, a dit on est en train de curer le caniveau. Il m'a dit Madame Paulette, ça ne va pas. On cure les caniveaux, mais on laisse tout dehors. Donc les routes, ça devient difficile aujourd'hui d'emprunter les routes. Quels sont les problèmes que rencontre ces districts de la capitale? Vous voyez, le district de la Lukunga, c'est le district institutionnel, si je puis me permettre. Le président de la République loge dans ces districts. La présidence de la République, l'hôtel de ville, presque tous les ministères, c'est au niveau de la Lukunga. Alors, point de besoin de vous rappeler l'état de déliquescence dans lequel ces districts se trouvent. Il suffit d'observer au niveau des avenues Kabamba. L'avenue Kabamba relie presque 3 communes. La commune de Barumbu, la commune mère de Kinshasa et une partie qui va vers 24 qu'on appelle Kalembelembe. C'est dans la commune de Lingwala. Mais du début jusqu'à la fin, vous constatez que les routes sont dans un état de délabrement très avancé. N'est-ce pas? Il devient pratiquement impossible pour les élèves d'emprunter leur transport pour aller à l'école. On est obligé, en plein 21e siècle, de prendre la moto. Au moment où d'autres pays africains comme nous sont en train d'aller vers le métro. Ce qui est une situation déplorable. Donc, le district est dans un état de délabrement. Je ne sais pas si les autorités auront l'occasion de nous suivre. Vraiment qu'ils sachent que le district ne se porte pas bien. Ne se porte pas bien. Tout comme la ville, dans son entièreté, la ville est sale. Il faut qu'on le dise. La ville est très sale. Monsieur Boula, je viens de lire quelque part, Monsieur Liaou est en Bougimaï. Il est en mission de service. Mais il nous dit ceci. S'attaquer au président de la République pendant la guerre est une trahison. Il y a des Congolais qui sont prêts à trahir leur pays. Ils sont prêts à pactiser avec les ennemis pour fragiliser le président de la République. Tous les Congolais doivent se lever partout à travers le pays pour dire non à ce type de comportement. On ne s'amuse pas avec la souveraineté du pays. Là, je prends directement Matata Pognon, parce qu'il est aujourd'hui opposant. Il y a aussi le Quartor. Donc, aujourd'hui, vous savez, il y a des perquisitions chez Moïse Katumbi, chez Moïse Monidela, chez la mère de Moïse Monidela et de Salomon Escadela, parce qu'on a dit que voilà, il y avait des armes, beaucoup de choses. On reprocherait à Salomon Escadela de pactiser avec l'ennemi et tout ça. Alors, la toute première question, est-ce que nous sommes en guerre aujourd'hui? La RDC est-elle en guerre? Ça dépend. Est-ce que je pourrais
répondre à cette question d'une autre manière. Est-ce qu'il y a la paix en République démocratique du Congo? C'est par là qu'il faut commencer. Alors, si on n'est pas en paix, nous sommes dans quelle situation? Est-ce que nous sommes dans une situation d'insécurité ou nous sommes vraiment dans la guerre? À cette question, je dirais effectivement que nous sommes dans la guerre. Il vous souviendra que l'année passée, le président national de mon parti, le président Matata Ponyo, avait déclaré que lui et son parti soutenaient les forces armées de la République démocratique du Congo, les FARDC. Alors, sous cet angle-là, je me dis que c'était celle-là la position du parti et une position louable en temps de guerre. Maintenant, à celui qui évoque la trahison, qu'il nous dise, c'est quoi la trahison? Qu'est-ce qu'il entend par trahison? Est-ce que le fait de dire les choses telles qu'elles sont est prescrites par la loi, en essayant d'entendre raison à celui qui a l'impérium, est-ce une trahison? Est-ce que nous sommes dans une situation où on doit évoluer de violation en violation de la loi? Écoutez, madame, la République est faite des lois. Il y a un artiste congolais qui disait une fois, lorsque tout le monde fait ses règles, tout c'est des règles. Ce n'est pas parce que nous sommes dans une situation telle que vous la présentez qu'on doit procéder par des violations de la loi. N'est-ce pas? Je ne sais pas ce qu'il entend par trahir la République, mais nous sommes dans l'opposition et justement, c'est celui-là le rôle de l'opposition. C'est-à-dire quand il y a un ça ne va pas, on doit dénoncer. On doit dénoncer. L'opposition n'a pas pour rôle d'applaudir le pouvoir. L'opposition a pour rôle d'assurer les contrepoids au pouvoir. C'est celui-là le rôle de l'opposition. Partout au monde, vous ne verrez jamais l'opposition en train d'applaudir le pouvoir pour le plaisir d'applaudir. Il est vrai qu'il y a parfois des questions de la nation qui demandent à ce que nous puissions émettre sur la même longueur d'onde. Mais il n'en demeure pas moins que lorsque la situation ne va pas, que l'opposition ne puisse émettre son avis. Parce que selon la loi portant statut de l'opposition en République démocratique du Congo, le rôle de l'opposition, c'est aussi de donner des contre-propositions. Monsieur Iboula, vous avez dit en quelque sorte nous sommes en guerre. Mais un internaute, un téléspectateur, Alex Kim, me dit la RDC a déclaré la guerre avec quel pays en fait? C'est ça la grande question. Nous sommes en guerre, mais on est toujours en guerre par rapport à un autre pays. Nous avons déclaré officiellement la guerre avec quel État, avec quel pays? Il est évident aujourd'hui qu'il y a une guerre d'agression. Cependant, cette guerre d'agression vient sous une forme un peu cachée. C'est-à-dire, il y a une guerre par procuration que nous font les groupes armés, mais en réalité, nous savons tous qui est derrière ces groupes armés. À cet effet, nous disons que effectivement il y a guerre. Il y a guerre dans la mesure où il y a beaucoup de rapports d'experts des Nations Unies qui sont revenus sur le fait qu'il y a eu des troupes étrangères sur le sol congolais. Et lorsqu'il y a présence des troupes étrangères sur le sol congolais, pour des raisons non autrement élucidées, il est évident qu'il y a agression. Puisqu'à l'est du pays, il y a des zones où on ne peut pas s'asseoir tel qu'on est là, madame. Il y a des zones où les populations ont totalement déserté leurs maisons. Alors, comment qualifier cette situation si ce n'est pas une situation de guerre? Il y a des zones où, depuis plusieurs mois maintenant, les armes ne font que retentir. Des armes de guerre, madame. Les enfants ne savent plus aller à l'école. Les mamans ne savent plus aller au champ. Les hommes ne savent plus vaquer à leurs occupations. Et ça, c'est de la responsabilité de l'État congolais de sécuriser ces populations. Effectivement, nous sommes en guerre. Monsieur Iboula, Matata Ponyo a jeté le pavé dans la mare, comme on dit. Vous savez déjà que les perquisitions ont commencé ici à Kinshasa et à Lubumbashi. On dit que c'était simultané au fait. Et que selon une certaine opinion, on est en train de fomenter, de chercher des preuves
pour clouer au pilori Salomon Escadela et indirectement Moïse Katumbi. Et Matata Pogno a dit que l'arme qu'on a trouvée, ou l'arme trouvée chez Salomon Escadela, était en fait l'arme qui appartenait à son garde du corps. Il a perdu ça, le garde du corps a perdu cette arme lors du sit-in dernièrement. Est-ce que Matata Pogno n'est-il pas en train de protéger l'opposition? Parce que les gens se posent la question, pourquoi il a attendu autant pour déclarer cela? Est-ce qu'aujourd'hui, Matata Pogno est devenu partie civile dans cette enquête? Et voilà, pourquoi il a parlé? Pourquoi il a attendu autant de temps pour parler? En droit, il y a un principe qui dit « Mieux vaut laisser en liberté un criminel que de condamner un innocent ». Salomon Escadela, citoyen congolais. Matata Pogno, citoyen congolais. Peut-être qu'il s'est dit, ben bon, ma conscience ne serait pas tranquille de voir un innocent être condamné alors que je détiens une part de vérité par rapport à cette arme. Alors, ça, c'est juste une hypothèse. Alors, qu'est-ce que je voudrais dire ici? D'abord, si Matata déclare que cette arme appartenait à son garde du corps, il a reçu officiellement, il a un permis d'arme. Mais il n'y a rien d'illégal. Il n'y a rien d'illégal. Il suffit de consulter le décret numéro 18/039 portant avantages reconnus aux anciens premiers ministres, quelque chose comme ça. Quand vous allez dans son article 3.8, mais les anciens premiers ministres ont droit à 3 gardes du corps, des policiers, c'est bien précisé, 3 policiers, 2 ou 3 policiers. Alors je me pose la question, ces policiers sont des agents de l'État et ils ont droit à avoir des armes, vrai ou faux? Il y a quoi d'illégal dans ce que Matata a dit? Donc, c'est logique que ces policiers puissent détenir une arme qui était régulièrement enregistrée, puisque c'est l'État congolais qui dote à ces agents rattachés à ces services-là, ces engins, ce sont des outils de travail. Comme vous, les journalistes, vous avez vos micros. Donc, je ne vois rien d'extraordinaire où on doit polémiquer là-dessus, en tout cas. Mais aujourd'hui, selon vous, est-ce que ces perquisitions sont-elles légales? Parce qu'on dit que en ce jour, on a perquisitionné la maison de la mère de Salomon Escadela, qui est âgée de 85 ans. On a dit qu'elle est totalement traumatisée et tout ça. Mais on se demande, qu'est-ce qui se passe? C'est quand même une pauvre dame de 85 ans, mais on pouvait quand même la protéger. Elle peut piquer une crise. Je ne sais pas, une dame de 85 ans, on peut quand même la protéger, non? La perquisition en soi est prévue dans le code du procédure pénale, le code de procédure pénale congolaise. Cependant, il y a ce qu'on appelle en droit la procédure. Et lorsque la procédure n'est pas suivie dans toutes ses étapes, on peut tomber sur ce qu'on appelle le vice de procédure. Ce qui a pour conséquence peut conduire à l'annulation de toutes des poursuites. Dans certains cas, on parlerait même de l'annulation de l'acte. La question qu'on doit se poser ici, est-ce que la manière dont on a exécuté cette procédure, est-ce qu'elle a été respectée dans toutes ses formalités? C'est aussi ça la loi. C'est-à-dire suivre la procédure telle que prescrite. Parlons de la maman de M. Salomon Escadela. Vous avez évoqué son âge ici. Je pense qu'à cet âge-là, on devrait éviter de tels actes. Parce que c'est une personne qu'on qualifie de personne, elle fait partie de la catégorie des personnes vulnérables. Alors, de 3e âge, si je puis emprunter vos propos. Alors, subitement, voir débarquer chez elle des hommes en uniforme, armés, je ne sais pas moi comment ils se sont présentés, mais il faut vous demander aussi cette dame serait dans quel état face à cette situation. Et je me pose une question. En droit, on dit que l'infraction est individuelle. Nonobstant le fait que ce sont les services de sécurité de notre pays, ils ont peut-être plus
d'éléments sur cette affaire que nous autres. Mais je me pose la question, quelle était la quintessence de leur démarche dans le domicile de cette dame, sachant que l'infraction est individuelle? S'il s'agissait Moi, je de pense monsieur... que comme c'est sa mère, ils ont dit peut-être que Salomon Escadella a dû cacher peut-être des documents, l'argent, les armes ou autre chose chez sa maman. Vous connaissez la relation mère-fils, mais peut-être non, madame. qu'il y a autre chose cachée chez sa maman. Non, non, la dame n'est pas une politicienne. Mais elle peut protéger son fils par tous les moyens. Non, je ne pense pas. Vous savez, avec le moyen que l'État dote à ses services, on devrait nous éviter certains spectacles désolants. N'est-ce pas? L'infraction est individuelle. Si vous avez des éléments sur un citoyen congolais, nul ne censé être au-dessus de la loi, allez vers ces citoyens. C'est-à-dire, dans cette logique, on va aller, aujourd'hui peut-être c'est sa maman, le lendemain on va chercher un oncle. Et après demain, ça sera peut-être un cousin, un petit frère. Non, je pense que la République est faite de lois et nous devons respecter ces lois si nous voulons vivre en harmonie. Vous savez, madame, quand vous voyez même la théorie de la création de l'État, chacun vivait dans ce que Thomas Hobbes qualifie dans son état de bestialité. C'est-à-dire chacun avait sa souveraineté de faire tout ce qu'il veut. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? On s'est dit, pour vivre en harmonie dans une communauté, c'est-à-dire nous tous, on a remis notre partie, nos parties de souveraineté chez un Léviathan. En échange, il doit nous assurer la sécurité et la justice. Alors, si notre justice ne peut plus nous protéger, mais nous vivons dans quelle société? C'est-à-dire, la personne morale censée nous garantir la sécurité nous met en insécurité. L'État nous met en insécurité. Monsieur Iboula, Matata Ponyono a été Premier ministre dans ce pays. Mais pour Marcel Yaou, parce que je prends les éléments chez lui pour que nous puissions débattre, il a dit ceux qui ont géré ce pays avant, comme Matata Ponyo, je le dis, l'avaient engouffré. Il faut dire la vérité au peuple. Vous ne pouvez pas, lorsque vous avez détruit le pays pendant 30-40 ans, demander à Félix Tshisekedi d'opérer un miracle pendant 3, 4, 5 ans pour transformer l'enfer que vous avez laissé en paradis. L'œuvre de la reconstruction d'un pays requiert du temps partout. Donc, voilà. Laissez un peu le président travailler. Matata Ponyo a travaillé, il a détruit ce pays. Selon M. Liaou, tous ceux qui ont travaillé avant ont détruit ce pays, y compris Matata Ponyo. Donc, pourquoi aujourd'hui faire de l'opposition et tout ça? Laissez le président travailler, donnez-lui un second mandat, il va mettre en pratique sa vision et tout ça. Et selon ses partisans, il avait promis qu'il peut réaliser cela en 10 ans, 5 ans. C'est pas possible, laissez-le au moins 10 ans, il va mettre en pratique sa vision. Alors, pourquoi Matata Ponyo, lui qui a géré ce pays, lui qui a détruit ce pays, peut aujourd'hui se targuer d'être opposant, peut aujourd'hui se targuer de faire mieux que Tshisekedi? Vous parlez de M. Marcel Liaou. Non, comment il s'appelle? Jean-Pierre. Pierre. Marcel, c'est son père. Désolé. Jean-Pierre Liaou. Moi j'ai toujours... le ministre Jean-Pierre Liaou. Oui, Jean-Pierre Liaou. J'ai toujours en tête Marcel Liaou, excusez-moi. C'est Jean-Pierre Liaou. Cette question, elle est vraiment importante, mais elle mérite d'être circonscrite dans les temps et dans l'espace, puisque vous avez évoqué 40 ans. Oui, mais je mets en général, quand on dit 30, 40, donc c'est tout le monde. Mon okay. a fait 32, les autres ont fait 18. Matata Ponyo devient Premier ministre dans ces pays après 2010. Donc 50 ans après l'existence de la République démocratique du Congo, État souverain sur le plan des droits, n'est-ce pas? Entre 2012 et 2016, le bilan de Matata est chiffré, n'est-ce pas? Prenons sur le plan économique, c'était, point de besoin de les rappeler ici, c'était pratiquement la chanson, la stabilité du cadre macroéconomique. Sur le plan monétaire, on vous parle de la stabilité de la monnaie. Les taux étaient à 90, n'est-ce pas? Comme on le dit chez nous, à 90. Mais aujourd'hui, le taux est à combien? L'inflation est à combien aujourd'hui? Allons sur le plan de la création d'emplois. C'est sous le Premier ministre Matata. Je rappelle ici que la République démocratique du Congo a un type d'exécutif bicéphale. C'est-à-dire, il y a le Premier ministre, il y a aussi le président de la République. Mais Matata Ponyo ne s'est pas contenté de se cacher derrière l'ombre du président pour dire qu'il y a quelqu'un, comme c'est le cas actuellement. Matata Ponyo a pris son courage en tant que chef du gouvernement
il a procédé par la création de certaines entreprises publiques, donnant ainsi de l'emploi aux jeunes Congolais. Hein? Il vous souviendra de la création de Congo Airways. Matata Ponyo a laissé Congo Airways en 2016 avec 4 appareils. Aujourd'hui, il y en a combien? Et je vous rappelle que les reliques du primus inter pares, comme je l'appelais, notre premier ministre, notre héros national, M. Patrice Emery Lumumba, ces reliques sont venues à bord de Congo Airways. C'était à quelle époque? C'était à l'époque de Matata? Non, c'est à l'époque du président Félix Tshisekedi. À part Congo Airways, la réforme de l'administration. Aujourd'hui, on peut parler de l'école nationale de l'administration. Je pense qu'il est placé sous tutelle de l'auteur des propos que vous venez d'évoquer. Actuellement, le ministre de la fonction publique, c'est ça? Monsieur Jean-Pierre Liaou. Outre l'ENA, les exemples sont légion. Je pense qu'il y a, dans cette république, on doit quand même éprouver un minimum de respect par rapport à des gens comme Matata. C'est des gens qui ont redoré le blason terni de notre pays. J'étais à l'extérieur du pays en 2015, précisément en Côte d'Ivoire, lors des élections du président de la Banque africaine de développement. Quand le Rwandais Daniel Kaberuka a quitté ses fonctions pour laisser la place au Nigérian, mais le Premier ministre Matata est venu représenter le président de la République. Mais ses collègues ministres de la Côte d'Ivoire ne tarissaient pas d'éloges à son égard. Mais on l'appelait l'homme du cadre macroéconomique. C'est-à-dire que le pays, la croissance à l'époque du pays faisait que l'image du pays était perçue autrement à l'extérieur. Et nous devons beaucoup de respect à des gens qui ont travaillé, qui ont rendu des services loyaux à la République. Matata n'est pas n'importe qui. Nous sommes en ville ici. Il suffit de faire un tour à Royal ici. La cité administrative de Kinshasa, occupée illégalement, sans titre, par de personnes, par de particuliers. Mais qui a mis fin à ces systèmes? Aujourd'hui, les gens qui y travaillent, il y a beaucoup de ministères là-bas, plusieurs services de l'État. Les gens qui y travaillent, ils travaillent dans de bonnes conditions. Mais c'est l'œuvre de qui? C'est l'œuvre de Matata. À un moment donné, on doit être humble et reconnaître le mérite des autres. Mais Matata Ponyo aujourd'hui est lié ou coincé par le dossier Bukanga. En tout cas, aujourd'hui, c'est l'épine dans son talon, c'est vraiment son talon d'Achille, c'est Bukanga. Beaucoup disent Matata ne veut pas d'un procès, Matata fait tout pour que la justice, en tout cas, ne le dérange plus. Tous les mon Dieu, le français, subvertige, comment on dit, bon, subterfuge, merci. Tous les subterfuges sont en tout cas mis en place pour éviter à tout prix la justice. Alors s'il est innocent, on m'a dit de vous poser cette question, vous qui êtes vraiment fédéral de la Lukunga, si aujourd'hui ceux qui veulent adhérer au LGD, ceux qui veulent venir chez vous, on leur dit mais vous allez chez Matata, mais il a volé à Bukanga Lonzo pour construire à Kindu, il a construit l'université grâce à l'argent de Bukanga Lonzo, il a fait ceci, il a fait cela. Adressez-vous un peu à cette population par rapport à ce dossier de Bukanga Lonzo. Qu'est-ce que vous allez leur dire? Quels sont vos moyens de défense par rapport à ça? Nous sommes très à l'aise au LGD quand on évoque la question Bukanga Lonzo. Nous sommes très à l'aise. À vous entendre parler, c'est comme si dans cette république, il y a des personnes qui sont plus forts que la loi. Non, non. Je pense que parfois, il faut éviter de sortir les choses dans leur contexte. Sinon, ça devient un prétexte. Matata n'a cherché aucun subterfuge pour éviter le procès. Quand on évoque la question de Kindu, je vais dire une chose, madame. Dans ces pays, nous étions habitués à voir, une fois qu'une personne est élevée pour occuper des fonctions à un certain niveau, quand vous demandez ce qu'il a fait, on vous présente une seule villa à Kinshasa, et puis le reste de ses biens meubles et immobiliers, meubles et immeubles se trouvent à l'extérieur.
précisément en Occident. Certains parlaient même de Suisse. Mais pour une première, dans l'histoire de la République démocratique du Congo, vous avez un Premier ministre, outre tout ce qu'il a fait, toutes les prouesses par rapport à sa gestion de la res publica, il construit une université, non pas dans la capitale, mais dans une province. Mais au lieu de les jalouser, il faut prendre un exemple. Madame, dites-vous si tous les premiers ministres procédaient ainsi, est-ce qu'un étudiant de Mbujimaï quitterait son Mbujimaï natal pour venir étudier coûte que coûte à Kinshasa? Est-ce qu'un étudiant de Bikoro quitterait Bikoro pour venir ici à l'Unikin, sachant que l'Unikin même est rempli? L'Unikin a été construite pour 5000 étudiants. Il y en a combien aujourd'hui? Les exemples meilleurs, il faut s'en servir. Les bons exemples, il faut s'en servir. C'est de la jalousie pure et simple que de dire, de faire ces raccordements frauduleux entre le projet Bukangalonzo et la construction de l'université. Ils sont juste pris à court de vitesse, sentant que la campagne se pointe à l'horizon, mais ils n'ont pas un bilan dans leurs provinces respectives. Alors, ils cherchent à attaquer Matata. Revenons sur le plan des droits par rapport au projet Bukangalonzo, madame. Nous sommes devant la Cour constitutionnelle. Quand vous prenez l'article 168 de la Constitution, si ma mémoire est bonne, on vous dit clairement que les arrêts rendus par la Cour constitutionnelle ne sont susceptibles d'aucune voie de recours. Mais je vais aller plus loin. Je vais aller plus loin. Il y a un chercheur en droit, monsieur Chiwenga, si ma mémoire est bonne, il va m'excuser si je n'ai pas bien prononcé son nom. C'est un chercheur en droit. Qu'est-ce qu'il dit par rapport au caractère des arrêts rendus par la Cour constitutionnelle? Il dit, nous sommes face à ce qu'on appelle la présomption de l'infaillibilité du juge constitutionnel. C'est-à-dire, lorsqu'il prend sa décision, cette décision a un caractère immédiat. Elle doit s'exécuter de façon immédiate. Elle produit ses effets erga omnes, c'est-à-dire elle s'impose à tous. Et les autorités civiles et militaires sont appelées à faire exécuter ces décisions. Ces différentes décisions, c'est-à-dire les arrêts rendus par la Cour constitutionnelle. Voyez-vous, devant un tel cas de figure, je ne sais pas par quelle magie, on vient revenir à cette décision. Ce n'est pas le problème de Matata. C'est la justice, c'est la loi. Je disais tantôt ici, la République est faite de lois. Ça, c'est la Constitution. Qui sommes-nous pour violer la Constitution? En tout cas, on n'a pas cette intention. Ni aujourd'hui, ni demain. On doit respecter les lois. Et au LGD, l'école de la bonne gouvernance nous apprend à respecter les lois. Parce que ce sont les lois qui font à ce que nous vivons en harmonie dans la société. Autrement, ça serait la jungle, autrement, ça serait de l'anarchie. Autre chose, on ne sait pas par quel mécanisme juridique on se retrouve à la Cour de cassation. Je dois rappeler ici que le dossier a commencé à la Cour de cassation et on a envoyé le dossier à la Cour constitutionnelle. On arrive à la Cour constitutionnelle, le dossier devrait se limiter là parce que la question était vidée dans toute sa substance. La Cour ayant prononcé son incompétence face à ces dossiers, la question était déjà vidée dans toute sa substance. Comme nous sommes en République démocratique du Congo, on ne sait pas par quelle magie on se retrouve devant la Cour de cassation. Je vais vous faire remarquer un fait. Quand les poursuites ont commencé, Matata Mpogno Mapon Augustin était à l'extérieur du pays. La logique congolaise voudrait qu'il reste là-bas. Mais il est venu faire face à la justice. Il est venu affronter la justice, puisqu'il savait qu'il n'avait rien à se reprocher. Et quand on arrive à la Cour de cassation, c'est la même gymnastique. On nous ramène à la Cour, on nous ramène encore à la Cour constitutionnelle pour l'interprétation de certaines dispositions de la Constitution. Mais qu'est-ce qui se passe? Voilà le monstre juridique, madame. Quand vous lisez l'article 154 de la loi organique portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle, parmi
les organes ou les personnes qui ont compétence à saisir la Cour constitutionnelle, mais la Cour de cassation ne figure pas. Or, en droit, on dit les compétences sont d'attribution. Mais qui a octroyé, qui a attribué ces compétences-là, cette compétence-là à la Cour de cassation? Premier monstre juridique. Nous arrivons à la Cour de cassation. La Cour de cassation devrait répondre à la question qui lui a été posée. Mais la Cour de cassation va ultra petite. Commence d'abord par déclarer irrécevable l'action de la Cour de cassation. Nous sommes à la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle commence par déclarer irrécevable l'action de la Cour de cassation, ce qui était logique, mais la Cour constitutionnelle ne se limite pas là. La Cour constitutionnelle s'arroge le droit de se prononcer sur une question qui ne lui était pas adressée. C'est qu'en droit on dit la Cour s'est prononcée ultra petita. Deuxième monstre juridique. Voyez-vous? Alors, quand la Cour s'est prononcée, la Cour a dit quoi? La Cour revient sur sa propre décision, parce que la première décision, la Cour s'est déclarée incompétente pour connaître l'affaire Matata. Maintenant, après changement des juges, à l'avènement de messieurs, quand on a changé monsieur le professeur Dieudonné Kalouba, c'est lui qui l'a remplacé. Avec toute la composition, il se déclare maintenant compétente. Par quelle magie? Premièrement, la Cour revient sur sa décision, ce qui n'est pas envisageable. S'il faut tenir compte de l'article 168 de la Constitution. Ça, c'est de 1. Et de 2, quand bien même elle serait compétente, du fait qu'elle s'était déjà déclarée incompétente, on dira que la Cour est revenue sur sa propre décision. Mais puisque les étudiants nous suivent, il faut quand même expliquer dans quel contexte la Cour peut revenir sur sa propre décision. C'est lorsqu'il y a vice de procédure. Quand est-ce qu'il y a vice de procédure? C'est lorsque la procédure n'a pas été suivie dans toutes ses étapes. Deuxièmement, c'est lorsqu'il y a des éléments nouveaux de nature à affecter les jugements prononcés. N'est-ce pas? Et troisièmement, c'est lorsqu'il y a eu erreur matérielle. Quand est-ce qu'il y a erreur matérielle? C'est lorsque, par exemple, il y a eu erreur, par exemple, comment je peux donner cet exemple? Par exemple, au lieu de dire Madame Paulette Kimuntu, à la place de Paulette, on dit par exemple Madame Pauline Kimuntu. N'est-ce pas? Ce sont des petites erreurs comme ça qui peuvent constituer l'erreur matérielle. Alors, c'est une notion qu'on peut expliquer quand on aura assez de temps, mais pour l'instant, on se limite par là. Or, dans les cas sous examen, il n'y a jamais eu ces trois problèmes. Il n'y a jamais eu de vice de procédure, il n'y a jamais eu d'erreur matérielle, il n'y a jamais eu d'éléments nouveaux de nature à affecter les jugements précédents. Et lorsqu'on ne se retrouve pas dans ces trois cas de figure, la Cour ne doit pas revenir sur sa propre décision. En tout cas, en droit positif congolais, en dehors de ces trois hypothèses, je ne vois pas qu'est-ce qui a autorisé, qu'est-ce qui a donné à la Cour constitutionnelle le droit de revenir sur sa propre décision. Donc, on est dans un cas où l'organe censé interpréter la Constitution, le juge constitutionnel lui-même revient sur ses propres décisions. Matata Ponyo, candidat déclaré à la présidentielle, c'est déjà acquis, c'est déjà connu. Alors, les Congolais se posent la question, est-ce que l'opposition ne peut pas refaire, c'était Jean Val, je pense, pour avoir un seul candidat, pour avoir maximisé les chances pour avoir un candidat unique? Parce qu'on vient de suivre M. Bouyou, qui était ancien conseiller du président Joseph Kabila, de l'ancien président Joseph Kabila. Lui aussi a jeté le pavé vraiment dans la mare, puisqu'il a dit, ben voilà, ils sont allés voir M. Fayulu, qui aurait gagné les élections, mais qui aurait refusé, qui aurait menacé de les jeter en prison dès qu'il aurait l'impérium. Donc, ça cause... Ça ne donne pas une très très bonne image et ça donne raison à ceux qui disent le compromis à l'africaine. Est-ce que cette façon d'accéder au pouvoir peut cesser une bonne fois pour toutes en République démocratique du Congo? Est-ce qu'on ne peut pas avoir des élections libres, démocratiques et transparentes après 60 ans d'indépendance?
Madame, voyez-vous, le plus grand péché des Congolais, c'est d'avoir permis à l'intelligence d'aller en vacances. L'intelligence ne devrait jamais partir en vacances. Nous sommes en 2023. On revient pour nous dire qu'en 2018, les résultats qui est là ne seraient pas le vrai résultat. Exactement. Il faut aller plus loin. C'était quoi l'intention derrière ces propos, justement en cette période? Quand on parle du compromis à l'africaine, je pense que ce sont les propos de Jean-Yves Le Drian, à l'époque comme ministre des Affaires étrangères français. Moi, en tout cas, ça m'avait choqué. Parce que quand on dit les compromis à l'africain, bon, moi, je pris ces propos sous un angle très péjoratif, pardon, et je me suis dit, ces propos ont été émis avec beaucoup de légèreté. Revenir sur ces débats aujourd'hui, c'est donner raison à un tel propos. Pourquoi ils sont entendus aujourd'hui pour sortir balancer cela? On se pose la question. Donc, à l'époque, ce sont eux qui étaient aux affaires. Mais c'est légitime pour nous de prétendre qu'ils ont caché aux Congolais la vérité. Je pense que ces propos ne devraient pas avoir droit de citer en pareil moment. Nous sommes en 2023, c'est une année électorale. Monsieur Martin Fayoulou, le président Martin Fayoulou, a passé pratiquement 4 ans en train de revendiquer la vérité des urnes. Et on le prenait un peu comme quelqu'un qui... Je n'ai vu personne l'appuyer dans cette démarche. C'est dommage. Personne n'avait... On le disait, c'était un combat perdu d'avance. Alors, il exagère, tout ça. On ne peut pas revenir aujourd'hui avec de tels propos. On a l'impression sinon, on risquerait de jeter de l'huile sur le feu. Et ce n'est pas profitable ni au Congo, ni aux Congolais. Je pense que ces genres de propos, on devrait beaucoup plus éviter ces genres de propos pour le besoin de la paix, pour le besoin de la cohésion nationale. Autre chose, en droit, il y a ce qu'on appelle in tempore non suspecto. Moi, mon problème, c'est par rapport à la période. C'est ça, le timing. Quelles étaient les motivations derrière les conseillers Mbouyou pour évoquer de tels propos? On aurait souhaité que ça se fasse en 2019. En 2020, ça serait acceptable. Pas en 2023. Pas en 2023. Les choses sont telles qu'elles sont. Les choses ont évolué. Je pense que le président Martin Fayoulou sera candidat pour les CIDE. Alors, laissons les choses évoluer. Nous allons terminer avec en tout cas cette probable perquisition chez Joseph Kabila, parce que nous avons ouï dire qu'après Moïse Katumbi, Salomon Escadela, eh ben, ils iront perquisitionner chez Joseph Kabila. Alors on se pose la question, est-ce que Joseph Kabila se laissera-t-il faire? Parce qu'on sait que Joseph Kabila, ce n'est pas un civil, c'est un militaire. Donc, est-ce qu'on n'est pas en train de pousser un peu le bouchon un peu trop loin? On se pose la question. Est-ce que Joseph Kabila serait-il aussi parmi les comploteurs de la nation? On se pose toujours des questions. 4 ans, ce monsieur n'a jamais parlé, il n'a jamais rien dit par rapport à la politique nationale. Il s'est vraiment retiré de la politique nationale. Et aujourd'hui, le mettre comme un comploteur de la nation, 18 ans après qu'il ait accepté de donner ce pouvoir, ou d'avoir accepté l'alternance pacifique, on l'appelait d'ailleurs le père de l'alternance, et je sais combien le président actuel avait félicité par rapport à cela. Est-ce qu'aujourd'hui, est-ce que c'est pas jeter un peu, comme on dit, de l'huile sur le feu? Est-ce qu'on peut pas nous laisser en paix avec cette histoire de... Nemo qu'encentura ignorare lengem. Nul n'est censé ignorer la loi, et nul n'est au-dessus de la loi. Le président Kabila, citoyen congolais de son État, s'il s'avère... Ancien président de la République. S'il s'avère qu'il a commis des actes qui sont constitutifs d'infraction, il peut passer sous le coup de la loi. Comme Nicolas Sarkozy et les autres. Hein, effectivement, comme Trump, comme les autres. C'est aussi ça la démocratie. Mais nous sommes en Afrique, ne l'oublions pas. Cependant, revenons dans le contexte de la question.
on va perquisitionner chez Kabila. Est-ce qu'il y a de faits qu'on reproche à Kabila? Écoutez, madame, moi, je suis de la génération de la fin, début des années 90. Je n'ai pas trouvé le président Kasavubu, je n'ai pas trouvé Lumumba. Je n'ai pas vu Joseph Kabila faire remise et reprise avec son père, Laurent Désiré Kabila. Je n'ai pas vu Joseph Désiré Mobutu faire remise et reprise avec Joseph Kasavubu. On était fiers, pour une fois, dans l'histoire de la République démocratique du Congo, de voir deux présidents. Le président entrant et le président sortant, en train de faire ce qu'on appelle la remise et reprise. On voit un nouveau président élu démocratiquement, quand bien même il y a eu des irrégularités, beaucoup d'ailleurs, mais prenons les choses du bon côté, on a vu un nouveau président venant de l'opposition radicale d'ailleurs, il faut le souligner, en train de prêter serment et être applaudi par le président sortant. Ce sont de faits rares dans la sous-région Afrique centrale. Le président Kabila a géré ces pays pendant 18 ans. Ce qu'il connaît de la République démocratique du Congo, c'est profitable aux générations à venir et même pour le président actuel et le président qui auront la chance de diriger ces pays. Alors, pour des humeurs, on ne peut pas détruire le peu qu'on a en termes d'acquis sur le plan démocratique. En tant qu'ancien président de la République, nous lui devons beaucoup de respect. Et on ne doit pas le troubler dans sa quiétude. En tout cas, à mon humble avis, j'estime que ce monsieur a dirigé ces pays dans les situations, dans un contexte peut-être plus difficile que maintenant. Dès son jeune âge, il n'avait pas 30 ans, il a trouvé ce pays en miettes. Il y avait le MLC au nord-ouest, il y avait une partie du RCD nord-est, il y avait le RCD à l'est du pays, ainsi de suite. Le gouvernement local contrôlait combien de pourcents du territoire national? Mais il a su quand même, malgré lui, partager son pouvoir avec 4 belligérants. 3 belligérants plus un ancien collaborateur de son père. Ce qui est quelque chose à saluer. Là où le monde entier pariait sur l'échec de la transition, la République démocratique du Congo a démontré devant la face du monde qu'on pouvait vivre ensemble de façon civilisée. Alors, une telle personne, je pense, pour les sauts d'humeur, on ne peut pas le troubler dans sa quiétude. Merci, M. Iboula. Le temps qui nous a été imparti est terminé. Voilà, c'est le mauvais côté de la télé. Time is time. Est-ce que vous avez un petit message et puis on va se dire au revoir? Oui, j'appelle à tous les jeunes Congolais de venir adhérer massivement au parti Leadership et Gouvernance pour le Développement. Le parti LDG n'est pas un parti élitiste, c'est un parti du peuple qui prône la bonne gouvernance. Et pour éviter des tâtonnements qu'on observe au plus haut niveau de la République actuellement, le LGD prône l'école de la bonne gouvernance. Vous avez déjà un projet, hein, vous, hein? Vous avez déjà un Effectivement, au moment opportun, on va faire appel à la presse, le quatrième pouvoir, pour exposer la quintessence de ce que sera notre projet. Donc, pour les amis de la Lukunga, le camarade président fédéral Joseph Edeba et moi-même, son vice-président, Junior Georges Iboula, nous appelons le jeune. Venez adhérer massivement à ce parti d'avenir, ce parti qui a un projet concret pour la République, ce parti qui vise le développement du pays. Madame, je dois vous rappeler ici que la République démocratique du Congo n'est même pas un pays à économie intermédiaire. Et quand est-ce que nous allons atteindre le niveau de pays émergents? Donc on a vraiment du travail à faire, que les jeunes viennent adhérer au parti. Merci beaucoup. Le message est passé. C'est nous qui vous remercions, madame. Leadership pour la bonne gouvernance.
On a dit cette fois-ci, votez le programme et non l'homme. En tout cas, j'espère que Matata Ponyo mettra pour nous, en tout cas pour la presse, son projet de société. Nous devons cette fois-ci décortiquer chaque projet de société de chaque candidat parce que l'avenir de la République démocratique du Congo nous appartient et tel que nous voyons les choses, l'avenir nous semble très 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 sombre, mais nous espérons qu'avec notre élite, nous allons essayer de redémarrer, de sauver ce pays, notre patrimoine commun. Merci Iboula, passez le bonjour à Matata Ponyo et nous nous retrouverons très 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 bientôt. Merci madame. Merci.